Paris, la ville lumière, symbole de romance, de culture et d'histoire. Mais entre 1986 et 1994, une ombre glaciale s'est abattue sur ses rues élégantes et sa banlieue tranquille. Une série de crimes brutaux et inexpliqués a transformé la capitale française en une scène de terreur, donnant naissance au plus grand mystère criminel auquel la brigade criminelle parisienne ait jamais été confrontée. Un assassin aussi insaisissable qu'impitoyable, connu seulement pour une cicatrice sur son visage. Le grêlé. Imaginez la peur, la paranoïa. Chaque porte fermée, chaque visage inconnu dans les rues étroites de Paris, chaque regard suspect, pouvait cacher le monstre. Pendant près d'une décennie, il a terrorisé des familles, s'attaquant à de jeunes femmes et à des enfants, laissant derrière lui une traînée de douleur, des questions sans réponse et un sentiment d'impuissance qui a érodé la confiance de la société dans la sécurité de ses foyers. L'impact historique et émotionnel de ces crimes est indéniable. Ce n'était pas seulement une question de justice pour les victimes, c'était l'âme même d'une nation qui était mise à l'épreuve. Il était comme un fantôme, a déclaré un ancien enquêteur dans une interview récente, les yeux hantés par le passé. Nous savions qu'il existait, mais nous n'arrivions jamais à l'attraper. L'affaire du grêlé n'est pas seulement une histoire de crime, c'est une saga de persévérance policière, de traumatisme familial et, finalement, d'une révélation choquante qui mettrait des décennies à émerger. En 2021, alors que le mystère semblait destiné à rester à jamais dans les pages des cold cases, une nouvelle piste, une nouvelle technologie, un nouvel espoir a ravivé les flammes de l'enquête. Ce qui fut révélé n'était pas seulement l'identité du tueur, mais la vérité troublante qu'il avait vécue parmi nous, un homme ordinaire menant une vie apparemment normale, tandis que le poids de ses actes odieux restait enfoui sous un voile de secret. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'arrêter? Comment a-t-il réussi à échapper à la capture si longtemps? Et qui était vraiment cet homme derrière le masque du grêlé? Les principaux protagonistes de cette histoire sont nombreux. Les jeunes victimes dont les vies ont été tragiquement interrompues ou marquées à jamais, leurs familles qui n'ont jamais renoncé à leur quête de réponse, les enquêteurs infatigables qui ont consacré leur carrière à une affaire qui semblait insoluble, eh bien, est sûr, le grêlé lui-même, dont l'identité est restée une énigme jusqu'à la fin. Ces actes ont résonné à travers le temps, façonnant la vie de survivantes comme Audrey, qui, à 11 ans, a réussi à négocier sa vie avec le tueur, et Luc, le demi-frère de Cécile, qui a porté la culpabilité de ne pas avoir reconnu le monstre dans l'ascenseur. L'histoire du grêlé est un voyage sombre dans les recoins les plus obscurs de la nature humaine. Une enquête qui a défié la police scientifique pendant des décennies. Nous commençons notre exploration au milieu des années 80, lorsque Paris respirait une atmosphère d'effervescence culturelle et sociale, sans savoir qu'un prédateur silencieux rôdait dans ses ombres. La ville, avec ses boulevards haussmanniens, ses cafés charmants et sa vie nocturne vibrante, servait de toile de fond à une série d'événements qui allaient choquer la France et le monde. Le contraste entre la beauté de la ville et l'horreur des crimes commis était saisissant. La prémisse selon laquelle l'assassin pourrait avoir des liens avec les forces de l'ordre ou l'armée, une théorie qui a circulé pendant des années, ajoutait une couche de frisson et de méfiance. Comment quelqu'un pouvait-il être si doué pour s'échapper? L'idée d'un insider, quelqu'un qui connaissait les procédures policières et les failles du système, expliquait sa longue cavale. Cette théorie, qui semblait relever de la conspiration, serait malheureusement confirmée d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Les victimes du grêlé étaient principalement de jeunes femmes et des enfants, attaqués avec une brutalité qui laissait la police perplexe. Son modus operandi variait, mais portait toujours la même marque de froideur et de précision. Il agissait dans différents lieux, des appartements résidentiels au parking souterrain, laissant les enquêteurs sans piste claire à suivre. La peur était palpable. Chaque nouveau crime augmentait la pression sur la police nationale, qui se trouvait dans une impasse. C'est une affaire qui a défié la logique, la technologie et la résilience humaine. Un mystère qui a duré plus de 30 ans.
laissant un héritage de douleur et une soif inextinguible de justice. L'histoire du grêlé est la preuve que, même dans les plus grandes métropoles, le mal peut se cacher, au vu et au su de tous, attendant le bon moment pour frapper. C'est une histoire vraie, un récit glaçant qui vous tiendra en haleine. Préparez-vous à plonger au cœur de l'une des affaires les plus intrigantes de l'histoire criminelle française. Nous sommes en 1986. Paris irradiait la joie de vivre d'une décennie de changement. Le 5 mai, dans le 19e arrondissement, la vie de la jeune Cécile Bloch, âgée de seulement 11 ans, était rythmée par la routine d'une enfant parisienne. Elle vivait dans un appartement du quai de l'Oise, un quartier populaire mais tranquille, où les enfants jouaient dans les rues et les voisins se connaissaient. Cécile était une fillette joyeuse, avec une passion particulière pour son violon, qui l'accompagnait à ses cours de musique. Ce matin-là, comme tant d'autres, elle est partie de chez elle pour aller à l'école, avec l'innocence et l'insouciance de son âge. Un jour comme les autres, qui allait se transformer en cauchemar. Mais Cécile n'est jamais arrivée à l'école. Sa disparition a déclenché une recherche frénétique de la part de sa famille et des autorités. L'angoisse grandissait à chaque heure qui passait. 3 jours plus tard, l'impensable. Son corps a été retrouvé au sous-sol de l'immeuble où elle vivait, dans un local difficile d'accès, caché sous des gravats. Elle avait été violée et assassinée. Le choc fut immense. Non seulement pour la brutalité du crime, mais pour l'audace de l'agresseur, qui a agi au domicile même de la victime, sous le nez de tous. La scène de crime était troublante. Les enquêteurs de la police judiciaire ont été confrontés à la cruauté d'un prédateur. Il n'y avait aucun signe d'effraction, ce qui suggérait que la victime connaissait l'agresseur ou qu'il avait gagné sa confiance. Les premières preuves étaient rares, mais il y avait un cheveu et des traces de sperme qui se révéleraient cruciaux des années plus tard. L'autopsie a révélé des détails glaçants sur la violence subie par Cécile. La France était sous le choc. Qui pouvait commettre une telle atrocité? L'enquête a commencé immédiatement. Des dizaines de policiers ont été mobilisés, les voisins et les connaissances ont été interrogés, mais l'assassin semblait s'être évaporé. Aucun témoin oculaire pertinent, aucune caméra de sécurité, encore rares à l'époque, pour fournir des indices. Seulement la panique et la douleur. La brigade criminelle se trouvait face à un mystère qui mettrait ses capacités au défi pendant des décennies. Le profil initial du criminel était vague. Un homme qui avait réussi à entrer et sortir d'un immeuble sans être remarqué. Un fantôme. Les mois ont passé, et l'affaire Cécile Bloch est restée non résolue. Un dossier froid. Puis, en 1987, une nouvelle attaque. Une nuit de septembre, une jeune étudiante, Irène, a été brutalement agressée à son domicile, également à Paris. Elle a survécu, mais les séquelles physiques et psychologiques étaient profondes. La description qu'elle a fournie à la police était cruciale. Un homme avec une cicatrice sur le visage, une marque distinctive. Pour la première fois, les enquêteurs ont eu un aperçu du visage du monstre. Il avait une marque sur la joue, comme des traces de varicelle, a rapporté Irène dans sa déposition, la voix tremblante de peur. C'est à partir de là que le surnom Le Grêlé a commencé à circuler dans les couloirs de la police. Le lien entre les crimes n'était pas immédiatement évident. Le modus operandi semblait varier. Cécile avait été tuée. Irène avait survécu. Mais la description de l'agresseur, la froideur de ses actes et l'absence apparente de motifs clairs ont commencé à former un schéma sinistre. La police a suspecté qu'elle avait affaire à un tueur en série. Un tueur en série. La pression augmentait chaque jour et la peur se propageait dans les quartiers de Paris. Les familles ont commencé à renforcer leurs portes, à surveiller leurs enfants avec une anxiété grandissante. Entre 1987 et 1994, la terreur a continué. D'autres victimes, d'autres agressions. En avril 1987, Gilles Politi et Corinne Caillot, un jeune couple, ont été assassinés dans leur appartement dans le 18e arrondissement. L'appartement a été incendié après les crimes, une tentative claire d'effacer les preuves. La brutalité du double homicide a choqué la France une fois de plus.
Les enquêteurs ont trouvé une empreinte digitale sur les lieux, un élément fondamental qui, à l'époque, n'a pu être corrélé à aucun suspect connu. Un indice précieux, mais muet. À chaque nouveau crime, la frustration de la police grandissait. Le grêlé semblait toujours avoir une longueur d'avance. Il frappait et disparaissait, ne laissant derrière lui que l'horreur et l'incertitude. La presse a commencé à couvrir l'affaire avec intensité, créant une atmosphère de peur et exigeant des réponses. L'image d'un prédateur invisible, avec sa cicatrice distinctive, s'est enracinée dans l'imaginaire collectif. Les experts en criminologie ont commencé à dresser un profil. Un individu méthodique, intelligent, avec une capacité troublante à s'adapter et à éviter d'être détecté. Ce n'était pas un criminel ordinaire. Il était bien plus que ça. Le cas d'Audrey, la fillette de 11 ans qui, en 1987, a réussi à convaincre le tueur de l'épargner, a ajouté une dimension encore plus terrifiante à l'histoire. Elle a été attaquée dans l'ascenseur de son immeuble, mais son intelligence et sa force d'esprit l'ont sauvée. Je lui ai dit que ma mère m'attendait, qu'elle remarquerait vite mon absence, a raconté Audrey des années plus tard, la voix encore marquée par l'épreuve. Sa description de l'agresseur était cohérente avec celle d'Irène. L'homme à la cicatrice. Ces témoignages, bien que douloureux, ont été essentiels pour construire le portrait robot du grêlé, un pas en avant dans l'obscurité. L'analyse des modus operandi a commencé à révéler un schéma inquiétant. L'assassin se présentait souvent comme un policier ou utilisait une forme d'autorité pour accéder à ses victimes. Il était charismatique et manipulateur, capable de désarmer la méfiance initiale. Les psychologues criminels, qui ont commencé à être consultés par la brigade, ont dressé le profil d'un prédateur organisé, doté d'une grande intelligence et d'un contrôle émotionnel élevé. Il n'agissait pas par impulsion, mais avec une préméditation qui le rendait encore plus dangereux. C'était comme s'il connaissait les règles du jeu et savait comment les contourner, a commenté l'un des premiers profileurs de l'affaire, frustré par l'absence de résultats concrets. La théorie selon laquelle il pourrait avoir un lien avec les forces de l'ordre, mentionnées précédemment, commençait à gagner du terrain en coulisses, bien que sans preuve concrète. L'ombre du grêlé a continué de hanter Paris et ses environs. Entre 1987 et 1994, la série d'attaques et de meurtres s'est intensifiée, créant un climat de peur qui imprégnait la société française. L'assassin agissait avec une audace croissante, utilisant souvent la même ruse. Il se présentait comme policier ou fonctionnaire, un homme d'autorité pour gagner la confiance de ses victimes et accéder à leur domicile. Cette tactique, combinée à sa capacité à disparaître sans laisser de traces, renforçait le soupçon qu'il possédait une connaissance interne des opérations policières, une connaissance des rouages du système. Les enquêteurs de la brigade criminelle se trouvaient dans une impasse. Chaque nouveau crime apportait plus de désespoir et moins de réponses. Les lieux des crimes variaient, appartements, parkings, rues isolées, et le profil des victimes, bien que principalement jeunes, ne suivait pas un schéma strict qui aurait pu permettre de prévoir la prochaine attaque. Il y avait une frustration palpable au sein des équipes. C'était un caméléon, a confié un détective qui a travaillé sur l'affaire pendant des années. Il pouvait s'adapter, changer de méthode, et nous laissait toujours derrière, toujours un pas en avance. Les outils de la police scientifique de l'époque, bien que avancés pour la période, avaient leurs limites. Des empreintes digitales étaient collectées, des échantillons de cheveux et de sperme étaient méticuleusement analysés, mais la technologie de l'ADN, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'en était qu'à ses débuts et n'était pas largement appliquée dans des affaires criminelles complexes. Chaque indice était précieux, mais l'absence d'une base de données complète ou de méthode de comparaison rapide rendait l'identification une tâche herculéenne. La police scientifique travaillait sans relâche, mais le volume d'informations contradictoires et l'absence d'un suspect clair étaient des obstacles presque insurmontables. L'impact émotionnel de ces crimes sur les familles était dévastateur et durable. Luc, le demi-frère de Cécile Bloch, portait un fardeau de culpabilité qui l'accompagnerait pendant des décennies.
Il se souvenait vivement d'une rencontre dans l'ascenseur de l'immeuble familial, peu avant ou au moment du meurtre de Cécile. Je l'ai vu, il était là, dans l'ascenseur. J'ai pensé que c'était un voisin, peut-être un nouveau résident, a raconté Luc dans une déposition ultérieure, la voix pleine de regret. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Si j'avais su, si j'avais réalisé, et mon Dieu, si j'avais su. L'image d'un homme ordinaire, un visage banal, qui se révélerait bientôt être un monstre, a hanté Luc toute sa vie. Il se souvenait de Cécile, de son violon, de la joie qu'elle apportait à la famille. Après le crime, le violon de Cécile est devenu une relique, un rappel tangible de la vie perdue et de la présence fugace de l'assassin. Je l'ai gardée, c'est tout ce qu'il me reste d'elle, a dit Luc, l'émotion à fleur de peau. Son témoignage, comme celui d'Audrey, la jeune fille qui a négocié sa vie avec Le Grêlé, dressait un portrait effrayant d'un prédateur qui se fondait dans la société, un loup déguisé en agneau. Les analyses psychologiques et criminelles ont commencé à approfondir la théorie de l'insider. Des experts, comme le célèbre criminologue français Alain Bauer, dans des déclarations à la presse à l'époque, spéculaient que l'aisance avec laquelle l'assassin opérait et s'échappait suggérait une connaissance approfondie des procédures policières. Ce n'était pas un amateur. Il savait comment éviter les pièges, comment manipuler la scène de crime, comment brouiller les pistes, a expliqué Bauer. L'idée que Le Grêlé pourrait être quelqu'un avec une formation militaire ou policière, peut-être même un agent de la loi, a commencé à circuler avec plus d'insistance dans les cercles d'enquête. L'hypothèse d'une carte de police vraie ou fausse était fréquemment débattue. Ce serait la clé de sa capacité à entrer dans les résidences sans effraction, de son aura d'autorité qui désarmait les victimes. Les enquêteurs envisageaient la possibilité qu'il utilisait sa position ou un déguisement convaincant pour obtenir l'accès puis attaquait. Cette théorie troublante ajoutait une couche de trahison et de méfiance, minant l'image même de la sécurité publique. En 1994, la série de crimes du Grêlé a cessé aussi brusquement qu'elle avait commencé. Le silence, cependant, n'a pas apporté de soulagement, mais plutôt une nouvelle vague d'anxiété et de spéculation. Qu'est-ce qui aurait poussé l'assassin à s'arrêter? Serait-il mort? Aurait-il été arrêté pour un autre crime, ou est-ce que l'adoption croissante de la technologie de l'ADN, qui commençait à être plus largement utilisée dans les enquêtes criminelles, l'aurait effrayé? La coïncidence de la fin de ces actes avec les avancées génétiques n'est pas passée inaperçue des enquêteurs, un point d'interrogation majeur. Le Grêlé a disparu, mais son héritage de terreur et de mystère persistait, une ombre tenace sur la capitale française. L'affaire est devenue un cold case, un dossier lourd et douloureux mais jamais oublié. Les familles des victimes ont continué à se battre pour la justice, maintenant vivante la mémoire de leurs proches. La police, malgré l'absence de nouvelles pistes, n'a jamais complètement fermé le dossier. L'espoir d'une résolution, aussi lointain qu'il puisse paraître, était ce qui animait la persévérance de certains enquêteurs dévoués qui refusaient d'accepter la défaite. Ils savaient que, quelque part, le Grêlé vivait toujours, un homme libre, impuni. Les années se sont transformées en décennies. La France entrait dans le nouveau millénaire et la technologie progressait à pas de géant. Ce qui en 1994 était une promesse est devenu au début des années 2000 un outil indispensable, l'analyse ADN. La création du FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, en 1998, a représenté une révolution. Cette base de données permettait le stockage et la comparaison des profils génétiques de criminels et d'échantillons trouvés sur les scènes de crime, une véritable avancée scientifique. Les anciens dossiers, les affaires classées, ont commencé à être réexaminés sous un nouveau jour. Pour l'affaire du Grêlé, cela signifiait un nouvel espoir. Les échantillons biologiques prélevés sur les scènes des crimes de Cécile Bloch, Gilles Politi, Corinne Caillot et d'autres attaques qui avaient été préservées avec le plus grand soin pouvaient désormais être réanalysés avec des techniques beaucoup plus sophistiquées. Chaque cheveu, chaque trace de sperme, chaque trace infime d'ADN, qui n'était autrefois qu'une simple donnée,
devenait désormais une clé potentielle pour résoudre le mystère. Les enquêteurs du pôle des cold cases de la gendarmerie nationale et de la police judiciaire savaient que la science pourrait enfin faire la différence, mais le chemin n'allait pas être facile. Malgré les progrès technologiques, le profil ADN du grêlé ne correspondait à rien dans les bases de données existantes. Il n'avait pas été arrêté pour d'autres crimes qui auraient généré un enregistrement génétique. Sa capacité à rester hors des radars, son invisibilité, persistait. La théorie de l'insider gagnait encore plus de poids. Comment un individu avec un passé si violent aurait-il pu disparaître sans laisser de traces dans le système judiciaire? L'absence de correspondance était, en soi, un indice troublant. La pression sur les autorités était immense. Les familles des victimes, bien que vieillissantes et marquées par la douleur, n'ont jamais abandonné. Elles se réunissaient, lançaient des appels publics et maintenaient vivante la mémoire de leurs proches. Nous ne pourrons pas nous reposer tant qu'il n'aura pas été retrouvé, a déclaré la mère de l'une des victimes dans une interview émouvante, les larmes aux yeux. Cette persévérance familiale était un carburant pour les enquêteurs, qui, même face à un mur de silence, continuaient d'explorer toutes les pistes possibles, aussi lointaines soient-elles. Au milieu des années 2010, avec de nouvelles techniques de généalogie génétique et la possibilité de rechercher des parents éloignés, l'enquête sur l'affaire du grêlé a pris un nouvel élan. Les profils génétiques obtenus sur les scènes de crime étaient désormais si détaillés qu'ils permettaient de rechercher des parents au 2e ou 3e degré. L'idée était de construire un arbre généalogique à partir de l'ADN du tueur, une quête généalogique, et à partir de là, d'identifier un cercle restreint de suspects. C'était un travail minutieux, presque artisanal, qui exigeait de la patience et une part de chance. Des centaines de familles ont été contactées. Des milliers d'échantillons d'ADN ont été analysés. La recherche était vaste et complexe, un véritable casse-tête génétique. Chaque nouvelle piste, aussi petite soit-elle, était méticuleusement vérifiée. L'équipe d'enquête, désormais plus expérimentée et équipée de ressources technologiques avancées, a revisité chaque détail des anciens dossiers, à la recherche d'incohérences, de petits détails qui auraient pu passer inaperçus à l'époque. L'espoir était que quelque part, dans le vaste univers des données génétiques, la réponse se cachait. C'est dans ce contexte de persévérance et de progrès technologiques qu'un tournant a commencé à se dessiner. Les enquêteurs se sont concentrés sur un groupe d'individus dont les profils génétiques présentaient des similitudes avec l'ADN du grêlé. Parmi eux, il y avait d'anciens gendarmes et d'anciens policiers, ce qui a immédiatement fait sonner un glas d'alarme pour la théorie de l'insider. Serait-il possible que le monstre qui a terrorisé Paris pendant près d'une décennie soit réellement quelqu'un qui avait juré de protéger la loi et l'ordre? L'idée était choquante, mais elle correspondait parfaitement au récit de sa longue cavale. La liste des suspects potentiels a été progressivement réduite. Chaque nom était une pièce d'un puzzle macabre. L'équipe d'enquête a commencé à retracer l'histoire de chacun, leur parcours de vie, leur carrière, leur localisation à l'époque des crimes. La tension montait de jour en jour. Ils se rapprochaient. La technologie de l'ADN, combinée au travail d'enquête traditionnel, était enfin en train de resserrer l'étau sur le grêlé, un ennemi insaisissable pendant si longtemps. Le mystère de plusieurs décennies était sur le point d'être confronté à la vérité, aussi dure soit-elle. En 2021, après des années de travail méticuleux et une persévérance inébranlable, la recherche généalogique a finalement porté ses fruits. L'étau s'est resserré sur un nom, François Vérove, un ancien gendarme qui avait servi dans la garde républicaine et dans la gendarmerie à Paris pendant la période des crimes et qui, après avoir quitté les forces de l'ordre, était devenu chauffeur de bus et, plus tard, même conseiller municipal à la Grande Motte, dans le sud de la France. La révélation fut sidérante. L'homme qui a terrorisé Paris et ses environs pendant près d'une décennie, qui s'est caché dans l'ombre et a trompé la police, menait une vie apparemment normale, une existence banale, sous le soleil de la Méditerranée.
La théorie de l'insider, qui semblait auparavant une sombre spéculation, prenait maintenant les contours d'une vérité effrayante. Vérov avait le profil parfait. Connaissance des tactiques policières, expérience pour éviter d'être détecté et une capacité à se fondre dans la société sans éveiller les soupçons. Les enquêteurs ont réexaminé ses dossiers, ses antécédents, et ont découvert qu'à l'époque des crimes, il était basé dans la région parisienne. Il avait accès à des informations, savait comment se présenter en tant qu'autorité, comment inspirer confiance et semer le doute. La dernière pièce du puzzle était en train de s'emboîter, mais l'image qui en émergeait était troublante. Le 24 septembre 2021, la justice française a délivré une convocation à François Vérov. L'objectif était simple mais décisif. Prélever un échantillon de son ADN pour le comparer au profil génétique du grêlé présent dans les archives. C'était le moment de vérité, le moment crucial. La notification a été envoyée à son adresse à la Grande Motte. L'équipe d'enquête attendait sa coopération, ou du moins sa présence pour le prélèvement obligatoire. Mais Vérov avait d'autres plans. Le lendemain de l'émission de la convocation, François Vérov a disparu. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec la police. Sa femme et ses enfants ont été les premiers à remarquer son absence. La famille, sous le choc, a signalé sa disparition aux autorités. La nouvelle de la disparition de l'ancien gendarme et conseiller municipal s'est rapidement répandue et les enquêteurs, qui avaient déjà de forts soupçons, ont su qu'ils étaient sur la bonne voie. La fuite était, en soi, une confession silencieuse, un aveu muet. La traque de Vérov n'a duré que quelques jours. Son corps a été retrouvé dans un appartement loué au Grau-du-Roi, une ville côtière voisine, le 27 septembre 2021. Il s'était suicidé. Un geste désespéré, qui en disait long sur la pression et le poids de la culpabilité qu'il portait. À côté de son corps, les enquêteurs ont trouvé une lettre. Ce n'était pas seulement une note de suicide, mais une confession détaillée, une confession glaçante, qui allait enfin révéler l'identité du grêlé et mettre fin à un mystère de plusieurs décennies. Dans la lettre, François Vérov a avoué être le grêlé. Il a admis les crimes, se décrivant comme quelqu'un qui avait été mauvais par le passé, mais qui était maintenant un homme normal. Il a mentionné une pulsion ancienne qui l'avait poussé à commettre ces actes odieux et à exprimer le désir de tout oublier et de ne pas être attrapé. Le contenu de la lettre était bouleversant, révélant la dualité d'un homme qui avait réussi à mener une double vie pendant plus de 30 ans. « J'ai fait des choses que je ne peux plus cacher », a-t-il écrit, les mots lourds de remords. La confession de Vérov a confirmé l'identité du tueur et a éclairci le modus operandi qu'il utilisait pour éviter d'être détecté. Il était, en effet, l'insider que la police soupçonnait. Sa formation militaire et policière lui avait donné les compétences nécessaires pour planifier ses attaques, effacer ses traces et se fondre dans la foule. La carte de police vraie ou fausse était plus qu'une théorie. C'était une tactique qu'il utilisait pour gagner l'accès et l'autorité, un déguisement de respectabilité. Avec la confession de Vérov et l'analyse ADN ultérieure de son corps, la correspondance a finalement été établie. Il n'y avait plus de doute. François Vérov était le grêlé. Le mystère qui tourmentait la France depuis plus de 30 ans était résolu. Les échantillons d'ADN prélevés sur les scènes des crimes de Cécile Bloch, Gilles Politis, Corinne Caillot et d'autres attaques correspondaient parfaitement au profil génétique de Vérov. La science avait parlé et la vérité était enfin révélée. La nouvelle de l'identification du grêlé et de son suicide a retenti dans toute la France et au-delà. Pour les familles des victimes, ce fut un mélange de soulagement et d'amertume. Soulagement d'avoir enfin un nom, un visage, pour le monstre qui leur avait volé leurs proches. Amertume parce que la justice pleine et entière, la justice complète, avec un procès et une condamnation, n'aurait jamais lieu. L'assassin avait échappé à la punition terrestre, mais son identité a été révélée et la vérité nue, a été exposée. La résolution de l'affaire du grêlé est devenue une étude de cas remarquable sur la persévérance de la justice
et le pouvoir de la science forensique. Elle a souligné l'importance de ne jamais abandonner, même lorsque les pistes se refroidissent et que les espoirs s'amenuisent. L'histoire de François Vérove, le gendarme devenu tueur en série, puis conseiller municipal, a forcé la France à affronter l'idée que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus, au sein même de la société. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'arrêter en 1994 ? La confession de Vérove a confirmé le soupçon des enquêteurs, l'adoption croissante de la technologie de l'ADN. Il savait que les chances d'être attrapé augmenteraient de manière exponentielle avec la diffusion des bases de données génétiques et des techniques d'analyse. La peur d'être découvert l'a fait cesser ses crimes, mais ne l'a pas empêché de tenter de mener une vie normale, dans l'espoir que son passé ne soit jamais déterré. Il a vécu plus de 2 décennies avec ce secret, un secret lourd et sombre, jusqu'à ce que la science le rattrape enfin. La confession de François Vérove, écrite dans ses derniers moments, a dévoilé non seulement son identité, mais aussi le réseau complexe de connexions qui a permis sa longue cavale. Les mots de Vérove ont confirmé, de manière glaçante, la théorie qui a hanté les enquêteurs pendant des années. Il était en effet un insider. Son passé de gendarme de la garde républicaine et son expérience dans les forces de l'ordre à Paris pendant les années des crimes n'étaient pas de simples coïncidences. Ils étaient la clé de son impunité. Il utilisait sa connaissance des routines policières, des procédures d'enquête et même de la psychologie des interrogatoires pour garder une longueur d'avance. La carte de police, qui a longtemps été une simple spéculation, s'est révélée être un outil crucial dans son modus operandi. Il ne s'agissait pas nécessairement d'une vraie carte dans tous les cas, mais d'une aura d'autorité, d'un déguisement convaincant qui désarmait les victimes et leur ouvrait les portes. Il savait comment se présenter, comment parler, comment agir pour inspirer confiance, puis commettre ses actes odieux. C'était une trahison de la confiance publique. La révélation que Le Grêlé était un ancien gendarme a provoqué un choc profond dans la société française et en particulier au sein des institutions policières. L'affaire Vérove a forcé un débat douloureux sur les défaillances policières et la vulnérabilité du système. Comment un homme avec un tel passé de violence a-t-il pu servir dans les forces de l'ordre, puis se cacher au vu et au su de tous, allant même jusqu'à devenir conseiller municipal? Les interviews récentes, en 2024, font encore écho à ces questions, avec des experts et d'anciens enquêteurs remettant en cause les failles dans le recrutement et le suivi psychologique au sein des institutions. Pour les familles des victimes, ce lien avec les forces de l'ordre a ajouté une couche encore plus amère à la douleur. Le soulagement d'avoir un nom pour l'assassin était constamment tempéré par l'amertume de savoir qu'il avait utilisé une position de confiance pour commettre ses crimes et échapper à la justice pendant des décennies. « Comment avons-nous pu faire confiance ?» a demandé la sœur de l'une des victimes dans un documentaire récent, La Voix brisée. Il était là, parmi nous, un loup déguisé en agneau, protégé par l'institution même qui aurait dû nous défendre. La double vie de François Vérove était l'aspect le plus troublant de cette révélation. Un homme qui, après 1994, a cessé ses crimes et s'est construit une nouvelle vie, apparemment respectable, en tant que chauffeur de bus, puis en tant qu'élu local. Il participait à la vie communautaire, prenait des décisions pour ses concitoyens, tout en portant le secret d'être un tueur en série. Cette dichotomie entre le monstre et le citoyen ordinaire, entre l'obscurité de son passé et la façade de sa vie présente, est l'un des héritages les plus inquiétants de l'affaire du Grêlé. Les expériences de survivantes comme Audrey et de membres de la famille comme Luc ont acquis une nouvelle résonance, plus sombre, avec la confession de Vérove. Le souvenir de Luc, dans l'ascenseur, faisant face à l'assassin de sa sœur sans le savoir, est devenu encore plus poignant. C'était l'un des nôtres. Il était banal, et c'est ça qui est le plus effrayant, a confié Luc, réfléchissant à la révélation.
La négociation d'Audrey pour sa survie, sa capacité à discerner l'humanité ou son absence dans le regard de l'agresseur, se connectaient désormais à la froideur calculatrice d'un homme qui connaissait les limites et les vulnérabilités humaines. La confession de Vérove a également permis aux enquêteurs de relier d'autres affaires qui, jusqu'alors, restaient isolées ou non attribuées aux grêlés. De petits détails, des schémas de comportement, des ruses spécifiques qui étaient auparavant des anomalies s'intégraient désormais dans un profil cohérent. La manière dont il manipulait les scènes de crime, l'absence d'effraction, le manque apparent de motifs dans certaines attaques, tout est devenu plus clair à la lumière de son identité et de sa formation. C'était comme si un voile avait été levé. Bien que la lettre de suicide n'ait pas fourni une explication complète de ses motivations, Vérove a mentionné une pulsion ancienne, une compulsion qui le poussait à commettre ces crimes. Cette vague référence à une force intérieure, une pulsion incontrôlable, a laissé de nombreuses questions sans réponse sur la psychologie du tueur. Mais elle a révélé que, pour lui, il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ou d'un acte aléatoire, mais d'une série d'actions préméditées, motivées par une obscurité intérieure qu'il a tenté de réprimer, mais qui le rattrapait toujours. La résolution de l'affaire du grêlé est devenue un jalon dans l'histoire de l'enquête criminelle française, non seulement pour l'identification d'un tueur en série après des décennies, mais aussi pour les leçons apprises sur la persévérance de la police scientifique et la nature du mal. L'histoire de Vérove est un sombre rappel que les apparences peuvent être trompeuses et que la vérité, aussi cachée soit-elle, peut être révélée par la science et la ténacité humaine. Avec l'identité de François Vérove enfin révélée, le travail des enquêteurs a pris une nouvelle dimension. La confession, ajoutée au profil génétique, a permis aux gendarmes et policiers de réexaminer des dizaines de dossiers classés à la recherche de liens qui étaient auparavant invisibles. Ce qui en a émergé était un schéma effrayant, un modus operandi qui se répétait avec une froideur calculatrice, reliant des crimes qui, pendant des années, avaient été traités comme des événements isolés. Le masque du grêlé était tombé, et avec lui la barrière qui empêchait de comprendre la véritable étendue de sa série d'horreurs. L'un des premiers schémas à être consolidé fut la manière dont Vérove accédait à ses victimes. La carte de police, où la simple présentation en tant qu'autorité n'était pas une anomalie, mais une tactique récurrente. Il se servait de la confiance que l'uniforme inspirait, l'autorité qu'il incarnait, pour franchir les défenses de ses proies. Dans plusieurs cas, il n'y avait aucun signe d'effraction, les portes étaient ouvertes volontairement. Cette ruse calculée, désormais confirmée, expliquait la perplexité initiale des enquêteurs quant à la facilité avec laquelle ils pénétraient dans les domiciles. L'analyse approfondie des scènes de crime, à la lumière de la confession et du profil de Vérove, a révélé la signature d'un homme entraîné. La façon dont il ligotait ses victimes, par exemple, avec des nœuds spécifiques rappelant des techniques militaires ou de gendarmerie, est devenue un indice crucial. Même lorsque les victimes parvenaient à se libérer ou que les liens étaient retirés, la mémoire musculaire des enquêteurs a permis d'identifier des similitudes. Ils savaient ce qu'ils faisaient, a commenté un détective à la retraite dans un documentaire récent. Ce n'était pas un amateur, c'était un professionnel de la manipulation et de la contrainte. De plus, la sélection de ses victimes et les lieux des crimes ont commencé à avoir plus de sens. Bien qu'il y ait eu une apparente randomisation, la plupart des attaques ont eu lieu à Paris et dans sa banlieue, des zones où Vérove a servi comme gendarme. Cela suggérait une connaissance intime du terrain, une cartographie mentale des rues, des ruelles et des bâtiments qui offraient à la fois des opportunités et des voies de fuite. Les victimes, souvent jeunes, isolées ou des couples en situation de vulnérabilité, correspondaient à un profil qu'il semblait exploiter avec précision. La confession, bien que succincte sur les motivations, a permis aux psychologues légistes et aux criminologues de dresser un profil plus robuste du tueur. La pulsion ancienne,
qu'il a mentionné dans sa lettre de suicide, a été interprétée comme une pulsion prédatrice qui se manifestait sous la façade d'un homme respectable. Cette dualité, cette capacité à compartimenter sa vie était la clé de sa longévité en tant que criminel non identifié. Il n'était pas un monstre à plein temps, a observé une psychologue criminelle. C'était un monstre qui savait quand et comment se manifester et quand se cacher. Une façade parfaite pour dissimuler l'horreur. La révélation sur Verove a également ouvert la porte à la réévaluation d'autres cold cases qui n'avaient pas été directement liés au grêlé, faute de preuves concluantes. Des cas d'agression sexuelle, de vol avec violence ou de disparition inexpliquée, survenus à la même époque et dans les mêmes régions, étaient désormais réexaminés à la lumière de son modus operandi et de son profil génétique. L'espoir était que, même sans une confession directe pour tous les crimes, la science pourrait fournir les réponses manquantes. L'équipe d'enquête, maintenant avec un nom et un visage, a pu croiser les données plus efficacement. Les registres de service de Verove, ses déplacements, les zones où il était en poste en tant que gendarme, tout cela a été cartographié et superposé aux lieux et dates des crimes. Ce qui n'était auparavant que de simples coïncidences géographiques est devenu une preuve circonstancielle, renforcée. La précision de sa planification, l'absence de témoins directs dans de nombreux cas et sa capacité à disparaître sans laisser de traces étaient des compétences perfectionnées par sa formation. Un avantage glaçant et déloyal. Ce réseau de connexions a révélé que Verove n'était pas un tueur impulsif. C'était un prédateur méthodique qui utilisait son intelligence et ses connaissances pour manipuler le système et les gens. La confession qu'il s'est arrêté en 1994 à cause de l'ADN, par exemple, n'était pas seulement une déclaration de peur, mais une preuve de sa capacité d'analyse et d'adaptation. Il savait que les règles du jeu changeaient et que son impunité était en danger. Cette lucidité au milieu de son obscurité était peut-être l'aspect le plus troublant. L'affaire du grêlé est devenue une étude de cas sur la persistance de la mémoire des victimes et la résilience de la justice. La manière dont les familles, les survivants et les enquêteurs ont maintenu la flamme allumée pendant des décennies a été fondamentale. Luc et Audrey, dont les témoignages ont été cruciaux, avaient maintenant une validation douloureuse de leurs souvenirs. L'image de Luc dans l'ascenseur avec l'assassin de sa sœur et la négociation d'Audrey pour sa vie ont pris un poids encore plus grand, les reliant directement à l'homme qui, autrement, serait resté une ombre sans nom. Leur récit prenait un sens nouveau, tragiquement clair. La révélation que François Verove était un ancien gendarme a également provoqué une réflexion profonde sur la nature de la confiance et de l'autorité. Comment un homme qui avait juré de protéger pouvait-il devenir un tel monstre? Cette question hante la société française et les institutions de sécurité jusqu'à aujourd'hui. L'affaire du grêlé n'est pas seulement l'histoire d'un tueur, mais aussi l'histoire d'une défaillance systémique, d'un secret qui a érodé la confiance publique et qui a nécessité des décennies pour être déterré. C'est un sombre rappel que parfois, les plus grands dangers peuvent se cacher au vu et au su de tous, au sein de nos institutions les plus respectées. Les défaillances policières mentionnées dans les débats de 2024 ne se réfèrent pas seulement à la difficulté de la capture, mais à l'incapacité d'identifier un prédateur au sein de leur propre rang. La question de savoir comment Verove a pu passer les vérifications et accéder à des postes de responsabilité, même après avoir commis des crimes aussi odieux, reste un point d'interrogation. La complexité de sa personnalité, sa capacité à mener une double vie si convaincante, défie les notions conventionnelles des criminels et l'efficacité des systèmes de sélection. Un mystère troublant, même après la vérité. Ainsi, les connexions se sont étendues au-delà des crimes eux-mêmes, aux structures mêmes de la société et de la psychologie humaine. L'histoire de Verove est une mosaïque de terreur, de tromperie et d'une quête incessante de justice. Ce qui reste, au-delà de la résolution d'un mystère, ce sont les questions sur la nature du mal et la fragilité de la confiance.
Il n'était pas seulement un tueur en série, mais un symbole du nombre qui se cachait dans les profondeurs de la société, un fantôme qui a hanté la France pendant des décennies. Aujourd'hui, en 2024, l'histoire du grêlé reste un témoignage troublant de la capacité humaine au mal et de la résilience de la justice. François Vérove, l'homme qui a terrorisé Paris et ses environs pendant près d'une décennie, est maintenant un nom et un visage, mais sa mémoire continue de susciter des débats. L'affaire a été formellement résolue avec sa confession posthume et la confirmation de l'ADN. Mais l'absence d'un procès, d'une confrontation avec les victimes et leurs familles a laissé une cicatrice indélébile. La justice complète, la justice pleine et entière a été refusée par le choix final du tueur. Pour les familles, le soulagement de savoir qui était le monstre est inséparable de la douleur de ne pas avoir eu l'occasion de le voir répondre de ses crimes. Dans des documentaires et des interviews récents, l'émotion est toujours palpable. Nous avons le nom, mais pas la paix, a déclaré la sœur de l'une des victimes, les yeux embués de larmes. La douleur de la perte, le traumatisme des attaques, tout cela demeure. Mais maintenant, avec la clarté sombre de savoir que l'agresseur était quelqu'un qui se déguisait en citoyen ordinaire, et même en serviteur de l'État. 1730, narrateur. L'affaire du grêlé a également servi de puissant rappel de l'importance de la science forensique et de la persévérance dans les enquêtes. La technologie de l'ADN, que Vérove craignait et qui l'a poussé à arrêter ses crimes, est celle-là même qui, des décennies plus tard, l'a finalement démasqué. C'est une preuve que, même dans les affaires les plus froides, les cold cases, la vérité peut être déterrée avec la patience et l'innovation. L'histoire de Vérove est un héritage pour tous les enquêteurs qui n'abandonnent jamais, qui gardent l'espoir que chaque indice compte. Mais les questions plus profondes sur la nature humaine, sur la façon dont un individu peut porter une telle obscurité tout en menant une vie apparemment normale, continuent de résonner. La dualité de François Vérove, le gendarme, le conseiller municipal, le père de famille et le tueur en série brutal, reste une énigme psychologique effrayante. Il nous force à regarder les ombres qui peuvent se cacher n'importe où, même dans les endroits les plus inattendus, et à nous interroger sur ce que nous savons vraiment de ceux qui nous entourent. La France et le monde ont appris une leçon brutale avec le grêlé, que la confiance peut être traître et que le mal peut utiliser les façades les plus respectables, que la vigilance et la quête incessante de la vérité sont essentielles pour la justice. Et que même lorsque l'histoire se termine par un suicide et une confession, l'écho des crimes et les questions sans réponse peuvent hanter pendant des générations. Le mystère du grêlé est résolu, mais son héritage de terreur et les leçons sur la fragilité de la confiance perdureront, un sombre avertissement pour l'avenir.